M. Joubert, bonsoir. On était-tu en train de se dire qu'on était écœurés du trafic, nous autres, là? Ah, notamment. Ah, OK. Bon, ce matin, 43 kilomètres que j'ai fait de la rive nord vers la rive sud pour me rendre à Saint-Hubert depuis Blainville, en ligne droite en passant par Papineau, parce que c'est ce que Waze me disait de faire et que c'était le chemin le plus vite. C'est étonnant que de traverser la ville par la ville, c'est-à-dire pas par une artère comme une autoroute, ce soit encore le chemin le plus rapide. C'est rare que ça arrive. Ben, vois-tu, cet après-midi, en quittant le bureau, Ouais. au centre-ville de Montréal, le chemin le plus rapide, c'était de descendre Papineau tout le long. Mais c'est rare que ça arrive. Ben, c'est ça quand même. Parce que moi, je suis collé sur Papineau, puis... Hey, salut Steven qui est avec nous autres, Carl qui est avec nous autres, Martin Durand, bon, le monde embarque, c'est le fun. Bref, tu étais dans le trafic ce matin. Bref, j'étais dans le trafic ce matin, au volant d'une Kia EV6 propulsion. Oui. Sais-tu quoi? C'est ce que j'achèterais. Pourquoi? Ben, d'abord, t'as pas mal plus d'autonomie, là. Oui. Véritablement, tu fais 450. OK. Véritablement. OK. T'as assez de puissance. Puis, ben, en fait, je te dirais que ce que j'ai le plus aimé, c'est que contrairement à une EV6 toute équipée GT Line 2, etc., t'as des roues moins grosses. Ça cogne moins dur. Ça pardonne plus. Puis c'est quand même pas mal moins cher, là. Je serais curieux de voir en hiver comment ça se débrouille dans la neige. Ouais, mais ça, on va le découvrir cet hiver. Oui, voilà. On va le découvrir cet hiver. Puis à quel point Kia est motivé d'en vendre, d'en livrer en grand volume. Ouais, non, on va amener du GT Line 1 et 2, ça c'est évident. Là, ça va être parce qu'à 50 quelques mille, 60 quelques mille, c'est pas mal plus payant. C'est ça. Ah, mais tu vois, il y a Martin qui dit « J'adore ma Ioniq Rear Wheel Drive Ouais. ». Martin, j'essaie cette voiture-là la semaine prochaine. Bon, je vais l'essayer rapidement parce que malheureusement, j'aurai pas toute la semaine pour en faire l'essai. Et disons qu'on a une semaine un peu chargée côté essai. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. On y reviendra un peu plus tard parce que j'ai vraiment hâte de la conduire, l'Ioniq propulsion, longue autonomie, là, hâte de voir ce que ça donne. Vas-y donc pour commencer. Merci à Guillaume pour les étoiles, c'est toujours apprécié. Ta question? Oui, donc quel était le nom de la version sportive de la Volkswagen Jetta de deuxième génération, le nom canadien et le nom américain? Et attention, au Canada, il y en a eu deux. C'est une longue réponse qu'on attend. Ouais. Salut à Roxane Dextras qui est avec nous, une ancienne élève avec qui j'allais à l'école secondaire, Dominique Malo qui est là, Claude Boilly, salut tout le monde. Ouais, fait que c'est ça. Bon, là, avant toute chose, on lance un appel à Steve Fortier qui dit Antoine, pas facile le Mac-E. Oui, ça aussi, on va revenir. On va y revenir un peu plus tard, ce sera pas Avant mal. toute chose, je lance un appel à tous. Si vous connaissez quelqu'un dans l'industrie du pneu ou quelqu'un qui a des pneus, Ouais. je reçois des messages, des textos de gens Qui ont la réponse. qui ont la réponse et qui ont me une partie de connaissent. la réponse. Ouais, qui ont une partie de la réponse, pas au complet. Bon, si vous connaissez des gens qui ont des pneus à flanc blanc de taille 225 75 15 en bonne condition ou neuf, je cherche ça. Et je cherche un autre jeu pour la voiture dans laquelle on se trouve présentement, parce que vous aurez peut-être constaté qu'on n'est pas dans la vraie grosse brune. On est dans l'autre grosse brune. Dans l'autre grosse la brune. même que la semaine dernière. C'est ça. La Chrysler Town and Country 1980. Exactement. Avec la voûte qui continue toujours de décoller Oui, un c'est petit ça, peu. un petit peu ici. C'est pas réglé. Et bon, toujours est-il qu'on cherche des pneus pour ces deux voitures-là. Ouais. 215 75 15 dans le cas qu'on a ici, 225 75 15 dans le cas de la grosse brune qui est arrivée tantôt, mais on n'a pas eu le temps de la placer, puis bon, fait que ça sera pour la semaine prochaine. Et merci à Roger de chez Showtime Muscle Car qui s'est occupé de réparer quelques petits trucs sur la grosse brune. Alors, on cherche des pneus à flanc blanc pour ces deux voitures-là. Puis c'est de plus en plus difficile à trouver, honnêtement, c'est pas facile. Alors, si jamais vous avez un contact ou un flash ou quoi que ce soit, faites-moi savoir. Showtime, d'ailleurs, qui a restauré un Dodge Charger 500 1969 pour un client américain, si je me trompe pas. Véhicule extrêmement rare. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a Sébastien qui dit Dominique qui dit qu'ils vendent encore des flancs blancs chez Sears.
Ah, d'accord. Au département... Sucir. Au département automobile. Sucir, exactement. En tout cas, dans le catalogue, il y en a. Ouais. Hey, on va répondre à la question de Mike. Messieurs, fin de location du Audi Q5, j'ai réservé un Q4 Comfort. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ben, c'est une bonne idée, mais vous ne l'aurez pas. Ouais. C'est juste ça le problème. Fait qu'on reprend la location, on rachète la location en attendant que le véhicule éventuel arrive. Ben, c'est parce que le Q4, de ce que j'ai pu comprendre, il y en a au Canada actuellement. Ils sont pris au port à Halifax et il y a une question d'homologation, de certification, bon, on ne sait pas trop quoi, mais les véhicules sont pris au port et ne seront pas relâchés de sitôt. Et là, on ne sait pas quoi dire aux clients. Ah, écoute, ça fait quand même un petit bout que c'est supposé être vendu. Ouais. Puis j'ai pas besoin de te dire que ce véhicule-là, c'est pas comme si c'était si compliqué, là. C'est un Volkswagen ID4 avec une autre carrosserie, puis peut-être un peu... Tu sais, bon, j'ai pas pu l'essayer, là. Mais la base est la même. La base est la même, donc la technologie est la même. Serge qui dit Canadian Tire, peut-être. J'ai bien peur que non, Serge. Oui. C'est ça. Là, on est rendu moi, je suis rendu... C'est hors norme, là. C'est rendu hors norme. Puis on peut aller sur Cocker Tire puis en acheter à 365 US du pneu, mais... Plus la livraison. Bon, c'est ça. À un moment donné, voilà. Fait que Q4... De flanc blanc... Mon oncle avait acheté, en fait, mon oncle a eu une succession de Dodge Caravan pour les besoins de la famille. À un moment donné, il n'avait aucun intérêt pour l'automobile et a dû changer ses pneus. Et visiblement, le garage avait 4 pneus à flanc blanc qui traînaient et le commis a réussi à lui vendre l'idée que c'était beau et que ça allait donner un beau petit look à sa Dodge Caravan 2006, disons, là. Fait que, il a eu pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, des pneus à flanc blanc sur une Dodge Caravan relativement contemporaine. C'était de toute beauté. Anthony dit, tu veux des flancs blancs neufs, c'est une joke? Ben non, c'est pas une joke. Ben pour une voiture d'époque, c'est ce que ça prend. C'est ce que ça prend. Puis Martin me dit, Walmart en ligne. Mais c'est vrai que Walmart a en ligne des trucs qu'ils n'ont pas en magasin. Oui, écoute, je ne vais jamais chez Walmart. Non, mais en ligne, ils ont des objets différents de ce qu'ils ont en succursale. Salut à Mathieu Tremblay qui est avec nous. Marc Vendette. Ben écoute, on va aller voir. Je suis curieux. Bon, quoi? Je m'attends pas à la grande qualité. Mais on sait pas. Tu sais, moi, je veux dire, peu importe c'est où, si je suis capable d'en trouver, c'est ça qui est important. Pneus Goulet à Sherbrooke, semble-t-il. Merci pour les étoiles, encore une fois. Alors, bon, ben on va en parler de la Mach-E. Oui, donc, on a suspendu chez Ford la livraison du populaire Ford Mustang Mach-E parce qu'on a des problèmes avec les... Donne-moi donc un instant. Oui. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un lien intéressant. Silmar Autoville. C'est Jean Tremblay qui vient de m'envoyer ça. Merci, j'avais pas pensé à eux, mais c'est vrai que eux... C'est quoi? Sont basés, si je me souviens bien, à Hawkesbury. OK. Et j'ai déjà parlé à ces gens-là, puis eux, ils ont une petite collection de voitures anciennes, puis ils sont spécialisés là-dedans. C'est un très bon tuyau, j'ai pas pensé à eux autres, mais probablement ils vont être capables de trouver ce que j'ai besoin. Bien gentil, je vais aller voir ça. Ouais, c'est un bon flash, ça. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Revenons à nos moutons, donc... Ouais. Ford qui suspend la livraison du Mustang Mach-E parce qu'on a des problèmes de surchauffe avec les connecteurs, bref, de la batterie à haute tension, ce qui est vraiment pas souhaitable, on se le souhaite, mais c'est surtout un problème qui se rajoute par-dessus une pile de problèmes déjà bien épaisse et il y a une limite entre avoir des ennuis, avoir un rappel et complètement arrêter la commercialisation et la vente au détail de ces véhicules-là. Ça commence à être un petit peu gênant, là. Ben, pas mal gênant. Oui. Puis, bon, je veux revenir sur la publication que j'ai faite hier. Donc, j'ai partagé la nouvelle sur ma page Facebook que vous avez peut-être vue. Et là, il y a eu d'innombrables commentaires parce que ce que j'ai écrit, c'est que je ne me souviens pas avoir vu un véhicule neuf arriver sur le marché et avoir eu autant de problèmes sérieux. Oui. Puis là, tu sais, puis ce que j'ai écrit, c'est moi, je toucherai pas à ça avec une perche de 10 pieds. Oui. Là, je suis désolé, mais Ford devra me prouver
qu'on a réussi à finalement atteindre un niveau de fiabilité à la limite du raisonnable. Parce que c'est pas ce qu'on a en ce moment. Parce que là, c'est épouvantable. Et évidemment, ben là, t'as tous les ardents défenseurs du véhicule électrique qui me traitent d'anti-véhicule électrique alors que ça n'a rien à voir. Puis attends, là, tu sais, ça fait 1 an que tu attends ton véhicule, puis tu payes 60 000 pour ton véhicule, puis là, ben, le monsieur de la télé il vient de dire que si t'as acheté une vidange, ben, tu sais, peut-être que ça peut froisser l'ego, mais la réalité, c'est ça quand même. C'est surtout que j'ai reçu beaucoup de messages de gens, ben moi j'en ai un, ça fait 30 000 kilomètres que je fais avec, puis j'ai pas eu un problème. Ben j'espère que c'est arrivé, j'espère qu'il y en a des gens qui l'ont acheté puis qui n'ont pas eu de problème. C'est le principe de base. C'est le principe de base d'acheter un véhicule, c'est de pas avoir de problème avec. Oui, mais ils en ont vendu énormément, donc c'est sûr qu'on peut pas avoir eu tous les problèmes sur toutes les unités, mais le lot de problèmes est quand même plus grand que pour d'autres modèles. Puis, non seulement on a des problèmes, problème de chauffage, problème de batterie, problème d'autonomie, de recharge, d'infiltration d'eau, nommez-les, là, c'est un après l'autre. Non seulement on a des problèmes, mais on n'est pas en mesure de les régler. Voilà. Ça, c'est l'autre problème. Parce évidemment, qu'on se présente en concession avec le véhicule, puis on n'a pas de pièces sous la main, premièrement. Les techniciens sont pas formés. Encore, la pièce, c'est une chose. Mais avoir le bon technicien qui est capable de faire le bon diagnostic sur un problème qu'on connaît pas, parce que, tu sais, c'est pas un F-150, là. Non, c'est un nouveau véhicule. C'est un nouveau véhicule. Exactement. Une nouvelle technologie. Ça fait beaucoup d'inconnus, là. Ça fait beaucoup d'inconnus. Il y a Denis qui me dit d'aller voir sur Pneus à rabais. Ben, j'y suis allé sur Pneus à rabais. Non. Je suis pas capable de sélectionner pneus à flanc blanc, puis je suis pas capable d'en trouver là-dessus. Bon. Alors, à moins, à preuve du contraire peut-être, là. Mais enfin, bref. J'ai des messages. Il y en a qui m'ont envoyé un paquet de messages. Boulevard Léger, Montréal-Nord, parle à Roberto. OK, parfait, on va regarder ça. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on vient de lancer un nouveau véhicule qui est quand même un game changer. Puis je vais donner à Ford d'avoir eu l'audace d'arriver sur le marché avec ça avant les autres constructeurs américains, bien avant les autres constructeurs américains. Mais on l'a fait au dépend de la qualité du véhicule. Mais on n'a pas pris le temps de faire suffisamment de recherche et développement. C'est ça le problème. Puis quand on a conduit le véhicule pour la première fois l'année dernière, on était enchanté parce que oui, flambant neuf, ça va bien. C'est assez convaincant dans son approche. Non seulement ça va bien, mais c'est plus le fun à conduire que les autres. Ça m'a moins marqué, là. Tu sais, moi, j'ai plus de plaisir au volant d'un Mach-E que d'un ID4. C'est plus nerveux, c'est plus direct comme conduite. Oui. C'est pas une Mustang. Vraiment pas. OK, là-dessus, on s'entend. Mais c'est quand même un beau véhicule, bien aménagé, qui roule bien, qui est le fun. Il y a plein de versions. Jamais tu m'aurais vendu la version GT à quasiment 100 000 $, là. Oublie ça. Orange. Mais tu sais, un modèle qui coûte 60-65 000, 4 roues motrices, longue autonomie, là, je trouve ça quand même pas mal. Mais c'est ça. C'est tout le temps au garage, puis les gens ne savent pas quoi faire pour le réparer. C'est des encres à bateau. Il y a des gens qui ont des Mustang Mach-E au garage depuis des mois, puis c'est inacceptable. Ça n'a aucun sens. Puis encore, si c'était le seul véhicule chez Ford avec lequel on connaîtrait des problèmes, bon. Mais là, c'est pas ça. Ben en fait, puis ça m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire que là, j'ose croire que... Puis, OK, je vais donner à Ford ce qui leur revient. Au moins, ils flaguent le problème, puis ils essaient de le régler. Oui. Même si on réussit pas toujours. Et puis c'est vrai que de ce temps-là, le problème de câble de Toyota fait énormément jaser. Et ça n'a pas d'allure. Toyota. Et on niaise avec la porte. On niaise, là. Non, ça n'a pas de sens. Parce que là, évidemment, il y a bien des gens qui commentaient, ouais, puis Toyota avec le câble, eux autres, ils font rien. Vous avez entièrement raison. Parce que le problème de Toyota avec le câble, ça concerne que le Québec, là. Il y a nulle part ailleurs où on a ce problème-là. C'est ça. Là. Fait que c'est sûr que... Premièrement, puis deuxièmement, c'est pas comme si on connaissait pas le problème. Il est évident. C'est le connecteur, on le sait, le câble corrode, tu sais, on a des bugs. Oui. Bon, Paul qui me dit, Ford Bronco a des problèmes avec des moteurs. Voilà. Et si c'était juste ça? Bon, mais
mais Toyota, on connaît le problème, Oui. il est isolé, réglez-le, faites votre campagne de rappel. Mais ça va coûter une fortune au manufacturier. Ben écoute, oui, mais ils n'ont pas le choix, là. Tu peux pas. Faut qu'ils fassent quelque chose, là. J'ai l'impression qu'on doit faire des heures supplémentaires pour essayer de trouver une solution. Elle est là, la solution, mais à un moment donné... Mais tu vas le remplacer par la même pièce, mais neuve, et avec laquelle tu vas connaître le même problème dans 3 ans? Ben, est-ce qu'il y a une façon de protéger ça? Tu sais, je veux dire, je suis pas ingénieur pour te dire comment ils vont régler le problème, mais il y en demeure pas moins que faut le régler, ce problème-là. Oui. Puis là, actuellement, Toyota niaise sa clientèle. Et ils en ont vendu, là, de ces modèles-là. Là. Oui. Donc, tu sais, ça n'a pas plus de bon sens. Mais, ce qui m'inquiète du Mach-E, c'est de constater qu'on a lancé ce véhicule-là sur le marché. Attends, là, c'est arrivé, ça fait pratiquement 2 ans. Encore aujourd'hui, on a des problèmes comme si c'était un véhicule qui venait d'être lancé puis que c'était les premières unités. C'est un après l'autre. Et là, on arrive avec le Lightning. Oui. Et est-ce qu'on va répéter l'histoire comme on l'a fait avec le Bronco, comme on l'a fait avec l'Explorer en 2020? Hey, est-ce que l'histoire va se répéter à chaque nouveau modèle de la marque? Ouais, c'est ça. Puis encore, tout récemment, tu parles d'Explorer. Écoute, je parlais à un policier qui a dû remplacer sa Charger. Non. En fait, un policier qui n'était pas en service, puis qui me dit, il dit, on m'a remplacé ma Charger par un Explorer hybride. Il pleure. Il dit, ça va tellement mal. Il dit, donnez-moi juste un Explorer ordinaire. La technologie hybride n'a pas de bon sens. Puis je t'épargne la consommation d'essence. Il dit que c'est épouvantable. Ouais. Bon, veux pas, l'utilisation d'un véhicule de police, ça consomme tout le temps. C'est la pire utilisation que tu peux faire. Mais puis ils ont des problèmes avec le véhicule. Des fois, ils se le font enlever. Ils fournissent un ancien véhicule parce que le véhicule est au garage, parce que si ça, lui aussi, ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Mais effectivement, Ford, il y a un problème de qualité qu'il faut régler. Je leur enlève pas le fait qu'ils innovent, qu'ils arrivent avec des bonnes idées, mais le Mach-E, là, c'est trop, là, en ce moment. Et des produits qui sont, somme toute, attrayants, là. Ah oui, absolument. C'est pas ça qu'on leur reproche. Non, mais c'est ça. Améliorer votre qualité, votre fiabilité. En plus, vous avez l'audace de vendre vos véhicules à des prix qui sont souvent indécents. Tu sais, moi, quand je regarde un Bronco à 75 000 $, les gens l'aiment, puis ils l'achètent, puis ils payent le prix. Mais, s'il vous plaît, tu sais, je veux dire, c'est pas justifiable que tu arrives. Moi, je te dirais bien ça. GM, là, ils ont un vieux moteur 3.6. Ils ont des véhicules qui, dans bien des gammes, sont ordinaires. Et ou dépassés. Hein? Et ou dépassés. Mais, tu sais, ça fait un job. Oui. Puis 75 000, bon, si tu achètes demain matin un Wrangler à 70 000, là, t'auras pas de problème comme t'en as avec un Bronco. À moins que tu achètes un 4XE, là, ça se peut que... Oui. Ouais, bon, tu sais... Puis moi, j'ai bien hâte de voir vieillir un Wrangler avec un 392, voir comment les suspensions puis les roulements de roues vont travailler. Oui, mais c'est non, je le sais. Niché, oh, oui. Mais bref. Fait que, c'est comme si tu me disais comment va vieillir un F-150 Raptor qui est brassé de partout. Pas bien. La réponse, pas bien. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y en a qui ont pris ça comme une attaque personnelle, la publication que j'ai faite hier. Ben, écoutez, tant pis pour vous, là. Je veux dire, vous avez acheté un Mach-E, vous vous êtes senti froissé, je suis désolé. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. Puis ce véhicule-là, peut-être que le vôtre n'est pas problématique, mais il y en a beaucoup qui sont problématiques et on en entend souvent parler. Et moi, pour recevoir des messages de gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, mon véhicule est au garage, voici mon numéro de série, tu peux-tu envoyer ça, faire quelque chose? » Hey, oublie ça, Ford, là. J'aimerais, tu sais, des fois, ça arrive, des situations, là. J'ai un type qui m'a écrit un problème avec un Infiniti QX30 récemment, on a réglé le problème. Parfait. Tu sais, il y avait un problème, le concessionnaire n'était pas coopératif. J'ai parlé avec les gens, ça s'est réglé. Ford, je peux rien faire. D'abord, on n'a plus, tu sais, Ford, on n'a plus les contacts qu'on a déjà eus, malheureusement. Mais d'autre part, tu sais, quand bien même que j'appelle, hey, il y a quelqu'un qui a un problème avec un Mustang. Tu sais, OK, rajoute-les à la liste, c'est comme, qu'est-ce qu'on fasse? Fait que c'est dommage. Alors que la pile de consommateurs qui ont des problèmes avec un Infiniti QX30, parce qu'il y a un bassin d'acheteurs beaucoup plus petit. Tu sais, j'ai eu aussi beaucoup de messages de gens profondément déçus de leur Power Boost F-150. Oui. Mais à l'opposé de ça, je te dirais que j'ai
plusieurs personnes dans mon entourage qui ont des F-150 avec des 2.7 ou des 3.5. Ça se passe bien. Ben, ça se passe non seulement bien, mais ils ont aucun problème. Ils sont, tu sais, depuis quelques années, là, tu vois que là-dessus, on a travaillé, puis on a beaucoup moins de problèmes de moteur qu'on en a déjà eu. Les 2.7, moi, c'est un moteur que j'adore. Bref, on a une question ici. Croyez-vous au LT2 de la C8 dans la Camaro en 2024? Ouf. Je sais pas, moi, quel avenir attend la Camaro, hein. Comme dernière année. Bon. Là, c'est intéressant. On peut passer à ce sujet-là. Oui. Ceux qui ne le savent pas, je me suis récemment procuré une Camaro SS1LE. Mais t'as d'abord vendu ton ancienne Camaro. Ouais, c'est ça. Pour rajeunir un peu. Pour rajeunir un peu. J'ai vendu mon ancienne Camaro qui était une Aerox Z 1987 350 T-Top, que je trouve encore magnifique, mais qui m'a déçu au niveau conduite. Les craquements, les bruits de caisse, oui. C'est une voiture beaucoup plus belle, à mon sens, qu'agréable à conduire. Puis bon, je l'ai eu, c'est correct. Puis évidemment, ben c'est la folie de ces voitures-là. Il y a beaucoup de gens qui en recherchent, fait que c'est pas bien difficile à revendre. Mais je l'ai eu. Puis ça faisait un certain temps que ça cogitait dans ma tête une 1LE. C'est une sacrée machine. Je m'ennuyais de ma Mustang Boss 302 que j'avais eu il y a quelques années. Puis trouver un équivalent, bon. Et là, j'ai un ami, Paul, que je salue, qui s'en est procuré une 1LE, parce que je lui en ai beaucoup parlé. Il est allé essayer l'auto, il est tombé en amour avec ça, il en a acheté une. Et puis, moi, au même moment, j'ai fait, OK, c'est beau, j'y vais. Puis j'ai fini par trouver la voiture que je cherchais. Donc V6 cabriolet automatique. c'est ça. Non. D'accord. Donc 6.2 manuel, ensemble un LE. Donc et dans une teinte qui se rapproche de celle de ton ancienne Mustang. Oui, elle est plutôt orange. Pas mal orange. Mais c'est une sacrée machine de performance. Puis c'est drôle parce que cette semaine, on avait notre rencontre annuelle pour les choix du guide de l'auto. Et là, on est installé. Une rencontre animée, hein, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Non, c'est ça. Puis dans la catégorie des sportives, d'ailleurs, qui englobe plusieurs véhicules, ben on n'était pas forcément d'accord parce que, tu sais, de comparer un muscle car comme la Camaro à une sportive plus minimaliste dans son approche, comme une Toyota GR86, ben c'est pas nécessairement... Une MX-5? Ou une MX-5, ben c'est pas nécessairement un exercice... Non. Facile et tout. Non, mais tu vas chercher des critères, puis c'est des voitures de passion, hein. Oui. Mais tu sais, moi, je suis le premier à admettre que... C'est plein de défauts, une Camaro. Écoute, tu vois rien, la finition est ordinaire, ça consomme, tu sais, bon, bref. Fait que si tu regardes tout ça d'un œil rationnel, tu peux pas placer la Camaro au sommet de sa liste. Mais par contre, une 1LE, c'est toute une machine. Puis c'est ça, on évalue les modèles dans l'ensemble de la gamme. Puis je veux dire, c'est sûr que Toyota et Subaru sont arrivés avec une gamme de voitures super intéressantes cette année. BRZ, GR86. Tu sais, la Mustang est encore une voiture qui se défend bien. La nouvelle Z. La nouvelle Z, bref, enfin. Et c'est drôle, mais la Camaro était pratiquement dans la cave du classement des sportives quand on regardait ça. Parce que oui, elle a un paquet de défauts, mais en même temps, n'importe qui connaît une 1LE, c'est une super machine pour faire de la piste. Moi, j'ai pas l'intention de faire de la piste avec parce qu'à la grosseur de pneus qu'il y a là-dessus, bouffer un jeu de pneus par fin de semaine, non. Puis je veux dire, c'est une voiture qui me plaît comme ça, mais moi, je l'utilise beaucoup plus comme voiture du dimanche que comme voiture pour aller démolir sur un circuit. Parce que une voiture que vous mettez sur un circuit, quoi qu'en pensent bien des gens, c'est mortel. Ben, c'est très tu bouffes des pneus, des balles joints, des roulements de roues, des freins, des suspensions. Ça fait travailler le châssis. On a fait du circuit, nous, récemment, avec une Chevrolet Corvette, flambant neuve, là. Et j'étais en mesure de te dire qu'il y avait un craquement ou deux de plus. Ben, d'ailleurs, après. On va voir le tout à la télé. Oui, ben en fait, ça sera la dernière émission de la saison. Alors, on va vous présenter la Corvette avec son ensemble C8R. Mais c'est ça, on est sorti de piste, puis j'avais comme l'impression d'un bruit ou deux.
Puis tu sais, j'ai fait ça, il n'y avait pas ça au début. Un petit haut le cœur aussi. Tu sais, ouais, parce que j'ai été aussi un peu passager dans l'auto, puis aïe aïe. Mais là, j'essaie de voir Éric Larouche qui dit j'ai une SS1LE 2017 6 vitesses, je l'adore. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est des autos un peu plus de connaisseurs, puis en même temps, c'est drôle parce que il y a tellement de gens qui lèvent le nez sur une Camaro parce qu'ils pensent à la connotation de Gino Camaro puis tout. Bon, c'est correct. Mais c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment ça, mais le nom est encore péjoratif dans la tête de bien des gens. Et il y a quelques années, GM avait mis sur sa flotte de presse une Camaro à moteur 4 cylindres de 2 litres, Manuel, ouais. avec un bel habillage. On avait des freins Brembo, si je me trompe pas. Ben non, mais c'était avec un ensemble ELE. Un LE, mais sur le 4 cylindres. Sur le 4 cylindres. Esthétiquement, elle était très belle, mais en plus, on avait une sportive à 35 000 $. C'était très agressif comme tarification, mais on a, comment dire, une GR 86, ben, on a j'ai de la misère à m'exprimer, mais c'est pas le gros modèle, là, un LE avec le 4 cylindres. C'est juste ça. Dans la hiérarchie, dans la chaîne alimentaire, mais si c'est le petit modèle. Oui, c'est-à-dire que ouais. Tu dis que tu t'es acheté une Camaro avec un 4 cylindres. Ah, c'est poche. Mais tu t'es acheté une GR 86. Ah, wow, c'est écœurant. Mais va conduire les deux, tu m'en reparleras. Ouais. Parce que un Camaro 2 litres turbo, manuel, avec l'ensemble ELE à 35 ou 38 000 aujourd'hui, là. Sérieusement, c'est extraordinaire comme machine. C'est très rare. Je t'avoue que j'en ai pas revu depuis l'essai de cette voiture-là, mais j'avais adoré cette auto-là. Puis même si le son, c'est celui d'un 4 cylindres, c'est bon, il en demeure pas moins que c'est une sacrée belle machine à conduire. C'est vraiment une auto. Oui, le son est un petit peu décevant et ne colle pas à l'image du véhicule. Mais non, c'est ça. C'est un peu un contre-emploi. C'est comme si tu achètes un Challenger, puis ça fait bzzz. Ça fait quoi? Bzzz. Ah. C'est ça. Okay. Ça marche pas. OK. Non. On se mettra des bruits en pour la semaine prochaine. Mais pour revenir à la question initiale, est-ce qu'on va avoir un moteur de Corvette dans une Camaro 2024? Moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message récemment me disant qu'il avait acheté une Camaro SS1LE 2022, venait d'en prendre possession, et sur le moteur avait l'inscription Corvette. Hein? Et semble-t-il qu'il y a une partie des moteurs qui avaient été fabriqués pour une Corvette C7 qui se sont retrouvés dans des Camaro. Donc, les moteurs sont identifiés comme des moteurs de Corvette à 460 chevaux plutôt qu'à 455. Et se sont retrouvés dans des Camaro 1LE 2022. Fait que c'est sûr que je vais fouiller. J'oublie le nom de la personne qui m'a envoyé ce message-là, mais j'ai vu l'image. Puis je vais essayer d'investiguer un peu là-dessus. Là, après ça, on sait que 2023 puis 2024, les Camaros ne changeront pas, vont peut-être faire un Collector Edition pour la fin, puis après ça, ça va être terminé. On renouvellera pas la Camaro chez GM. Pas dans la forme qu'on la connaît. Car, 2 portes, propulsion avec un V8. Là. On va-tu faire un VUS électrique? Ouais, tu sais, une déclinaison du Blazer électrique qui va s'appeler Camaro. On n'en parlera pas, j'espère qu'on leur donnera pas des idées. Une IROC E. Oui. C'est ça que je disais. Ouais, une Berlinetta. C'est d'avril, là, mais on rira pas trop longtemps. C'est ça, ça n'était peut-être pas si loin de la vérité. À suivre, je sais pas ce qui s'en vient pour les Camaros. Je sais que ça change pas vraiment en 2023. Mais je sais une chose. C'est une sacrée machine. J'adore la voiture que je me suis achetée. On y voit rien, la finition est ordinaire, ça c'est clair, mais c'est une auto avec laquelle vous ne perdrez pas un sou. Alors, si vous réussissez à mettre la main là-dessus... Parce qu'on n'en livre pratiquement pas. Des neuves, c'est... En fait, moi j'avais placé une commande pour une neuve, puis on me l'a dit, écoute, bonne chance, tu l'auras peut-être jamais. C'est fou, hein. Tu sais, fait que... D'ailleurs, c'est ce qui se passe j'ai fini par trouver j'ai fini par trouver un 2020 qui avait 8000 km. Mais ça se vend le prix d'un neuf, là. C'est littéralement ça. Ça se vend le prix d'un neuf. Puis tu regardes des modèles qui sont âgés de quelques années, ça a pratiquement pas perdu de valeur. Non. Peut-être qu'à 2 et quelques le litre, l'engouement va peut-être s'éteindre. Mais en même temps, c'est des véhicules un peu jouets, là. Oui, c'est ça. Pas le véhicule...
personne qui roule avec une Camaro V8 365 jours par Non. année, là, c'est plus... Normand a dit une Z1 aussi, c'est un bon investissement. Ça, Oui. c'est clair. Oui, mais l'investissement initial est un peu plus grand. Ouais. Puis il y a Eman qui me dit t'as-tu toujours ta Golfer en commande? Ben oui, j'ai toujours la Golfer en commande, mais Ben, on n'en livre pas. moi je fais comme si je l'aurais jamais. Ouais. Parce que je n'ai plus d'attente. On a commencé à en livrer quelques-unes. J'ai un ami qui travaille pour Volkswagen qui m'a dit oui, c'est arrivé. Puis il y a eu quelques manuels qui auraient été livrés. Mais écoute, avant que j'arrive, tu sais, moi, j'ai pas été le premier à la commander. Là. Non. Fait que, avant qu'on arrive à mon nom, là, j'ai l'impression que le gris que vous voyez ici va être pas mal uniforme partout. D'accord. Ça se peut que ce soit pas mal ça. Bon, autre voiture, on change de type de véhicule là, Oui. aujourd'hui. Là. J'essaie aujourd'hui un type d'auto qu'on ne conduit pratiquement plus. Michel Couture qui me demande, j'ai une Boss 302 2012 de 20 000 km. Ça vaut combien? Oh. Michel, j'ai envie de vous dire, tout dépendant de la... Bon, des fois, il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres, mais au moins 45 000 $. C'est dans les prix. On est à peu près là. Il y a le petit verre pomme, là. Okay. Ouais, c'est ça. Mais non, au moins 45 000 $, c'est une auto qui a pris un peu de valeur ces dernières années. Mais qui a arrêté d'en perdre, en fait. Mais qui a arrêté d'en perdre. Parce que ça se vendait 60 000 une Boss 302, là. Mais il y a 5 ans, ça valait 45, puis ça en vaut toujours 45. Ben, tu vois, mais tu vois, moi, quand j'ai vendu... creusé après. La mienne elle avait ceci de particulier qu'elle avait plus de kilométrage que les autres. C'est-à-dire? Moi, quand j'ai vendu ma Mustang Boss, elle avait presque 50 000 kilomètres. Donc, elle avait roulé. OK. Puis, elle est partie en France. C'est une auto que j'ai vendue l'équivalent de 37 000 $ à cette époque-là. OK. Fait que, tu sais, elle se vendait un peu moins cher que les autres parce qu'elle avait plus de kilométrage, mais elle avait la bonne couleur. Bon. Puis, évidemment, ben il y a des gens qui vont préférer davantage le modèle 2013 parce qu'il est plus équipé. Là. Bon, il y a sync dedans, il y a une couple d'accessoires de plus. On s'en fout. Oh, mais il y a un bon système de son, ce que la 2012 a pas, là. En J'ai partant. jamais porté d'attention à ça. Ah, la Camaro, ça, c'est l'autre affaire. Je t'avoue que j'aurais aimé ça que ce soit une 2SS juste pour avoir un système de son qui a du bon sens parce que ça joue assez ordinaire, merci. Tu vas te travailler En fait, un petit radio portatif. c'est ça, exactement. Là, vous allez me dire, oui, mais le son du moteur, c'est ça, la musique. Oui, mais des fois, le goût Un peu d'écouter... de Corey Hart, là, dans tes oreilles. Ouais, là, c'est ça, va bien. c'est ça. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Ah, d'accord. Et l'eau qui te... c'est bon. Mais, C'était nécessaire? non. OK. Mais toujours est-il que ce que je conduis cette semaine, c'est un type de voiture qu'on essaie à peu près plus jamais. Ben, parce qu'il y en a à peu près plus. Une voiture sous-compacte. Et pourtant, ça a déjà été énorme. Là. Ouais. Pas en format, mais en termes de part de marché, de popularité au Québec. Toutes les marques avaient une petite voiture. Alors, Et on en a plus. vous avez le choix de 4 modèles. Oui. Hein? Spark, c'est pas ça parce qu'elle disparaît. Oui. Mirage, c'est pas ça parce que Mitsubishi m'en prêtera plus jamais. Et Parce puis, qu'on se rappelle de la version de base tout nu sans option de l'année dernière. Mais, ouais, en c'est boîte ça. manuelle. puis évidemment, ben l'autre c'est la berline Versa que je conduis récemment, donc j'avais pas besoin. Ce qui nous laisse la Rio. Oui. Alors c'est la Kia Rio que j'essaie cette semaine. Et qui est l'achat le plus intéressant du segment quand même? Là? Pour 21, 22, 23 000 $ là, à peu près, là, équipement correct, là. T'as une voiture, et ça aussi, ça perd pas de valeur. Ben non. Hey, j'ai regardé tantôt, là, une 2019, tu payes encore entre 18 puis 21 000. C'était le prix qu'elles étaient vendues, non? Neuve, carrément. Il y en a plus. Ouais. Puis, pour vrai, là, j'ai circulé avec la voiture aujourd'hui, j'ai fait peut-être 80 km, là. Ça va encore 6 bien. litres au 100. Ouais. Ça roule très bien. Oui, c'est une CVT, mais tu la sens pas du tout, tu sais, bon. Ça va vraiment bien comme petite auto, t'es bien assis. Ça faisait partie de ces sous-compacts un peu plus grosses, un peu plus spacieuses, là. Ben, Pas l'air d'accord. Mais par rapport à une Spark, par rapport à une Micra, t'as plus d'espace de valise, c'est plus Ah spacieux, oui, mais- c'est mieux équipé. Bon. mais moi, je scinde ça en deux. C'est-à-dire qu'une Spark, une Micra, Ouais. une Fiat 500, c'était plus petit que ça. Ouais. Puis si tu vas en Europe, c'est catégorisé comme, bon, je me souviens pas des noms, mais t'as mini compact, sous-compact. T'as les citadines, t'as les C'est ça. sous-compacts, Fait que tu sais, une Rio,
Ouais. Ben, c'est une voiture comparable à une Accent, à une Fit, à une Versa, pas à une Micra, qui était plus petite que la Versa. Donc la Rio, bon évidemment, là on fait plus la berline, là, on a que l'hatchback. Là. La berline, on l'a encore aux États-Unis, mais pas chez nous, on n'en vendait pas. C'est correct. Oh, ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est une belle petite bagnole. C'est garanti 5 ans. Ça coûte rien à rouler. Ça perd pas de valeur. C'est un super achat, là. C'est vraiment un super achat. Puis Kia la garde. Oui. Puis Kia la garde pour 2023. Mais pour combien de temps encore? Ben, c'est ça. Parce que j'ai pas le feeling qu'on va la renouveler. Tu sais, dans les petits véhicules à ion, là, chez Kia, on a le Rio, on a le Seltos, le Kia Soul, une Forte à ion. Tu sais, il y a du choix. Ouais, ça, la Forte à ion, c'est sûr que ça va sauter. Je le sais, mais c'est là quand même. Ouais. Ça fait beaucoup de cannibalisation. Ouais. Mais c'est sûr, moi j'ai l'impression que la Forte à ion va même sauter avant la Rio. En fait, parce qu'on la vend pas aux États-Unis, en plus. On nous l'amène, nous, mais, tu sais, puis là, on a éliminé les versions manuelles cette année, malheureusement. Bon, il n'y a pas de marché pour ça. Là, fait que, puis Kia est pas nécessairement compétitif avec ce modèle-là. On va vendre des Seltos, là. Ben, c'est ça. Mais je t'avoue que je préfère de loin une Forte 5 portes à un Seltos. Là. Mais pas l'acheteur moyen. Non, c'est ça, malheureusement. Enfin bref. Des petits VUS. Hein? On veut des petits VUS. Oui, un troc. Ça va où la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine sera une semaine bien chargée, Antoine, parce que au début de la semaine, ben, nous tiendrons un match comparatif et on ne vous en dit pas plus, mais ça risque d'être fort excitant. Ouais. Non, ce ne seront pas des VUS, non, ce ne seront pas des véhicules électriques. Non. Alors oui, nous vivrons un peu de passion dans tout ça. Et, les voitures à 3 pédales. Oui, hein? En plus. Hey, c'est pas rien, là. Et on va en réunir 4 pour l'occasion. Ouais. C'est assez rare en 2022. Ouais. Et à la fin de la semaine, je prendrai la direction de l'Utah, en pleine Saint-Jean-Baptiste, pour aller conduire le Cadillac Lyriq. Véhicule dont on entend parler quand même depuis déjà plusieurs mois, qu'on a vu au Salon du véhicule électrique. Ça posera la question si c'est plus fiable qu'un Mackie. Ah, d'accord. Et je pense qu'il va y avoir un petit blanc après ça. C'est ça. Et un véhicule qu'on avait vu de près pour la première fois au Salon du véhicule électrique, qui d'emblée nous a paru assez prometteur. Ben oui. Il était beaucoup plus beau en vrai, mais en même temps, la présentation intérieure, ça semblait bien assemblé. Bref, ça semble prometteur. Mackie aussi? L'échelle de prix aussi était intéressante, là. Ouais. Parce que, bon, chez Cadillac, on se positionne comme une marque de luxe, mais ça part à 70 000 $. Puis il y aura pas il y aura un ensemble optionnel, là, avec un système de son et tout. Mais moi de te dire qu'on n'aura pas j'ai hâte de voir si on va vendre ça des versions de base, tu sais. En fait, il y aura que ça, là. On arrivera plus tard avec une version à 4 roues motrices. Ah, c'est vrai, parce qu'au départ, c'est ça, c'est uniquement... On n'aura pas le choix de vendre la version de base. On n'aura que la version de base. Fait que, en tout cas, bien curieux d'aller conduire ça. Ce sera bien excitant. Stéphane qui nous demande qu'est-ce que tu penses du look du petit VUS Toyota qui a été dévoilé hier, qui rappelle un peu le look d'un mini Bronco, un peu. C'est très beau, je me souviens pas du nom, mais t'as un peu une inspiration d'FG Cruiser, mais évidemment dans un véhicule beaucoup plus petit, hybride, bon, etc. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, mais j'ai trouvé ça très, très beau, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir si on va pousser la note plus loin ou si c'est juste une étude de style. Parce qu'on a de moins en moins l'habitude chez les constructeurs aujourd'hui de faire des prototypes juste pour faire des prototypes. Il y a toujours un but en arrière de ça, puis ça finit par un modèle de production qui finalement est pas nécessairement si loin de ce qu'on a fait. Normand qui veut savoir comment tu as aimé ton tour de Corolla GR. Ah, en fait, c'était... J'ai d'ailleurs aimé ton titre. Ça faisait comme... Ouais, on a roulé dans GR, mais... Quoi? En tant que passager. Je pense qu'on n'était pas revenu complètement sur cet événement-là. Toyota qui semblait grandiose
d'emblée, mais finalement, c'était un peu un pétard mouillé. Ouais. On nous a dévoilé de nouveaux RX. Ah, OK, parfait, c'est beau. Après ça, on nous a emmenés dans tu me le dis si je radote, hein, à mon âge, c'est pas clair. On nous a emmenés dans une salle scellée où on nous a dévoilé 2 véhicules. On nous a confisqué nos téléphones. On n'avait pas le droit de prendre des notes. Puis on n'a pas le droit de dire qu'on l'a vu. Fait que rendu là, à quoi ça sert? C'est quoi que t'as vu? La nouvelle Prius. OK. Mais on n'a pas le droit de dire qu'on a vu la nouvelle Prius. Okay. Et un autre véhicule qui nous était beaucoup moins familier, qui est possiblement la nouvelle Toyota Crown. Okay. Et si on nous a présenté ça aux États-Unis, ben peut-être qu'on aura la Toyota Crown aux États-Unis. Bref, on est vraiment dans un élan de spéculation. Mais la Prius, je te confirme, n'aura plus l'air d'un vaisseau spatial. Là. Ben, il y aurait une certaine logique à amener la Crown sur le marché américain en éliminant l'Avalon. L'Avalon, ouais. Tu sais? Ouais. Et puis là, entre ce que j'ai vu et l'Avalon qui nous a quittés, là, oublie ça, là, il y a un monde. Parce que l'Avalon est encore offerte sur le marché américain. Oui. Tu sais, mais bon. C'est ça. Fait que, et là, après ça, on nous amène à la piste pour être passager dans une Corolla GR. Bref, c'était comme une succession de déceptions, cet événement-là, parce que d'être passager dans un véhicule, tu sais, rendu là, donne-moi les clés, là, c'est pas très grave. Puis les attentes étaient très hautes parce que l'engouement autour de ce véhicule-là est énorme. On se rappelle quand ça a été dévoilé juste après que Subaru ait abandonné la WRX STI. Fait qu'on se demandait si si le segment allait pas mourir de sa belle mort, mais bon, on a sorti ça de notre chapeau chez Toyota. Est-ce que je suis tombé en bas de ma chaise? Non. C'est un moteur 3 cylindres, triple sortie d'échappement. Ça sonne vraiment, vraiment bizarre. À l'intérieur, c'est un gros morceau en plastique. Ça existe-tu un autre véhicule qui a autant de pots d'échappement que de cylindres? C'est une excellente question. Faudrait faire l'étude. C'est une excellente question. On y reviendra. OK, d'accord. Mais oui, à l'intérieur, c'est très ordinaire. Remarque qu'un Golfer a 4 pots d'échappement, oui, puis c'est un 4 cylindres. parce qu'il se split en... Ouais. Il se sépare à la sortie, là, mais c'est c'est 2 lignes qui se séparent. Enfin, bref. Mais ouais, à l'intérieur, c'est très décevant. C'est du gros plastique très foncé. T'as absolument pas l'impression d'être dans un véhicule premium, comme c'est le cas avec une Golf R, par exemple. On n'est pas là du tout. Celui qui nous a brassé, c'était un pilote de Formula Drift, là. Okay. Donc, assez habile au volant. Et je te confirme que je me promenais dans le siège, ça avait pas de bon sens. T'as aucun soutien. Ça avait l'air des sièges de Corolla régulière beige, là, mais avec une broderie GR. J'exagère, là, il y avait des petits enfants sur ses côtés. Mais, donc, on a une mécanique très puissante. On a probablement une excellente boîte, mais j'ai l'impression qu'autour, on n'a pas mis assez de crémage. C'est un petit peu... faudra la conduire. Ben voilà, là, ça m'a paru être un excellent châssis. Les freins avaient l'air de suivre la cadence, mais c'est ça. Bon. Fait que... Bon, puis moi, la semaine prochaine, j'ai la chance d'aller... de toute façon, on va pouvoir en reparler la semaine prochaine parce que on sera là, on fera notre live juste avant de quitter le lendemain. Ouais. Mais j'ai la chance d'aller la semaine prochaine à Goodwood, en Angleterre, pour assister au dévoilement de la nouvelle voiture de course de chez Porsche. Okay. Et j'en sais pas plus. Ah! Et à ce jour, j'ai pas reçu mes billets d'avion, j'ai pas d'itinéraire, j'ai pas de programme, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'en va là-bas. Et je sais que Lucid va être sur place pour dévoiler sa voiture au marché européen en même temps. Okay. Fait que les gens de Lucid des États-Unis m'ont contacté. Fait qu'il y a peut-être une possibilité que j'aille voir ça en même temps. Bref, j'y suis jamais allé à Goodwood. Ça va être une première expérience pour moi. J'ai bien hâte de découvrir ça. Fait que voilà, on va faire notre live mercredi prochain. Puis après ça, le lendemain, on prend l'avion pour aller dans des destinations un peu différentes une de l'autre. Oui, il va y avoir quelques kilomètres qui vont nous séparer. Oui, et disons, pas nécessairement la même culture. Non. Ça va différer. Bon, brochure de la semaine. Oui, donc c'est le 92e en direct de la Grosse Brune, l'autre Grosse Brune. Donc, un véhicule de 1992, la Mazda MX-3 Presidia. Presidia, là.
Oui, quoi? Le nom Precision. Parce qu'aux États-Unis, tu sais que ça s'appelait juste MX3. Puis c'était correct. Il n'y a que au Canada qu'on avait mis des noms sur des Presidia. Il y a Mystère, là. 929 Serenia, MX6 Mystère, 626 Chronos. Il y en a eu autant comme autant. Puis Presidia, mais je trouve que ça faisait... je sais pas. Moi, ça me faisait penser au personnage de Jean-Michel Anctil. Ben bon, oui, c'est absolument. ça. Alors, vous vous souvenez sans doute de cette voiture-ci. Bien sûr. On n'en voit plus beaucoup, hein? On n'en voit plus beaucoup. C'était bien le fun à conduire. Petit V6, 1.8 litres, 130 chevaux. Bon, évidemment, c'était le cylindres aussi. Oui, mais c'était le V6 qui était le fun, là. C'était vraiment le V6 qui était le fun. Tu sais, c'était une petite voiture nerveuse. On sait pas trop pourquoi Mazda est arrivé avec ça à une époque où tranquillement, les moteurs... sportifs déclinaient aussi. Ben, on est arrivé un peu sur le tard. C'est quelques années après que les sportifs déclinaient. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était une voiture de filles, que c'était pas bon. Ouais, la voiture de coiffeur. C'était péjoratif, là. Mais c'était une petite auto bien le fun à conduire. Un peu déséquilibré. L'arrière était assez léger. Donc, des fois, ça décrochait un peu. Mais c'était quand même assez amusant. Ça consommait aussi d'autres. C'était pas super économique. Mais ça a connu un succès monstre chez nous. Mais juste chez nous. Ben oui, parce que nous, on aime les petites voitures un peu, en tout cas, on aimait les petites voitures un peu différentes. Mais c'est ça. Donc, Mazda ne comprenait pas quel était l'engouement de, tu sais, les Américains comprenaient pas que chez nous, on achetait ça. C'était incroyable, puis que là-bas, il y a personne qui l'achetait. Normand qui dit que c'était comparable à la NX, absolument. C'est vrai. Nissan NX, qui était une belle petite machine aussi avec le petit moteur SR20, 140 chevaux. C'était plus rapide que ça, même une NX 2000. Mais c'était peut-être un peu moins cute. Ça s'est pas vendu tant que ça, la NX 2000, par rapport à la Presidia chez nous au Québec. Il y a bonne chance pour en trouver une maintenant. Une NX, non, c'est pas ça, ça rouillait sur le plan structurel. Bon, les MX3, il y en a plus beaucoup non plus, là, mais les NX, je pense que c'est encore plus rare. Surtout des 2000, là, ça a été brassé un peu, puis c'était des voitures fragiles, structurellement parlant. Surtout celles qui avaient des T-top, là. Ouais. Ça twistait, comme on dit en bon français, là. Ça incitait l'eau à rentrer à bord. Un petit peu. Fait que, une voiture avec laquelle je garde de bons souvenirs. J'ai des amis qui en ont eu quand j'étais jeune et j'ai adoré ça, cette auto-là. Mais je te dis pas que je m'en rachèterais une. Tu sais, je veux dire, même avec le 6 cylindres? Même avec le 6 cylindres, non. J'en verrais une, je trouverais ça sympathique, mais je suis pas de là à aller en acheter une pour aller m'amuser. Je l'ai connu, l'auto, c'était des beaux souvenirs, mais il y a des machines comparables. Tu sais, je préfère la CRX à ça. D'accord. Ouais, vraiment. Question... Vas-y donc. On a Vincent qui mentionne qu'il est à la recherche d'une voiture sport, confortable et luxueuse qu'il peut utiliser à l'année. Il a arrêté son choix sur la Audi TT 2023. Il hésite entre une version de base S-Line Compétition et la version TTS. Il se demande si la différence de prix de 10 000 $ et plus en vaut la peine. Ben, il y a plus de punch. Ça dépend ce qu'on fait avec. T'sais, dans le fond, la TTS est une voiture plus rapide, mais est en fin de carrière. C'est la dernière année que vous allez voir ça. Je pense que c'est un super achat, la TT, parce que c'est une auto qui est aujourd'hui méconnue. Il fut une époque où ça a été très populaire, mais aujourd'hui, on n'en vend plus beaucoup. Puis, c'est une des rares petite sportive bas de terre qu'on peut rouler à l'année, qui est vraiment le fun. Puis une TTS, c'est un super bolide. Moi, j'irais là. J'irais là, carrément, parce que de toute façon, ça vaut la peine. Comme je dis souvent de ce temps-là, chaque dollar dépensé en supplément, vous allez récupérer à la revente si vous avez idée de vous en défaire. Fait que j'irais là, mais c'est une bien belle machine. D'ailleurs, c'est drôle que tu poses la question parce que c'est sur ma liste de textes à faire cette semaine, la TT pour le guide de l'auto. Excellent. Ouais. C'est ça. On a Danick qui aimerait changer son Honda CR-V Touring 2012 pour un véhicule plus récent. Il hésite entre la Subaru Outback Wilderness 2022, le Forester Wilderness 2022 aussi, Forester, oui, et le Toyota RAV4 Trail 2022 aussi. Un conseil entre les trois. Moi, je vais à la Outback. Ouais. Bon, l'Outback va consommer un peu plus que les deux autres parce que le moteur turbo, mais c'est tellement une belle machine, une Outback.
l'équilibre de cette voiture-là, la polyvalence, le confort, l'aménagement, l'espace qu'il y a à l'arrière, Outback, je me pose même pas la question. Puis il y a 3000 $ d'écart entre un Forester Wilderness puis un Outback. De faire le saut, on en a amplement pour 3000 $. C'est ça. Okay. On a Nathalie qui a décidé de louer une auto pour la première fois, étant donné qu'elle ne roule pas beaucoup. Il s'agit d'un Seltos 2023 et voudrait savoir si on doit opter pour une assurance de location valeur à neuf. Ben, ça fait toujours partie, c'est-à-dire que... De l'ensemble au financement. C'est ça, tu sais... C'est un véhicule qui est loué, vous allez redonner les clés. Au pire, ils vont vous le remplacer par... Moi, je ne suis pas de ceux qui achètent toutes sortes de couvertures et de garanties. Ça, c'est vraiment un choix propre à chaque personne. Avec sa tolérance au risque. C'est ça. Tu sais, une valeur à neuf sur un véhicule qu'on achète pour garder. Bon, il y a toutes sortes d'avantages à avoir ça, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comparer les prix chez votre assureur puis chez le concessionnaire. C'est pas nécessairement toujours le même produit, mais vous allez voir que chez l'assureur, c'est passablement moins cher. Puis d'aller mettre ça dans le paiement de location, c'est là qu'on se tire dans le pied. Ben oui, financé à 4,99. Tu sais, c'est ça, ça marche pas. Fait que si c'est un produit que vous voulez acheter de façon séparée, payez-le comptant. Bon, bref. Mais mettez pas ça dans le financement du véhicule. Parce que le problème, c'est que là, pour X, Y raison, vous allez devoir vous débarrasser de votre location. Ben là, vous allez avoir un paiement d'un produit qui ne fait pas partie du véhicule en supplément. C'est toujours bon de séparer les choses. Il y en a plein des gens qui ont loué des véhicules à 350 $ par mois, puis le paiement est 525 parce qu'ils ont mis plein de bébelles. Ouais. Ça, c'est à déconseiller. Moi, personnellement, valeur à neuf, OK, mais regardez avec votre assureur. Honnêtement, là. Réponse à la question initiale, donc... 3 réponses. 3 réponses. Trophy? 3. C'est ça. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, merci. Trophy, GTX. Ça, c'est au Canada. Oui. Et pour les États-Unis, GLI. Ouais. Fait que Trophy 89-10, puis GTX 91-12. Non, ou 88-9, 10-11-12. Et ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'il s'est vendu, je crois, aujourd'hui ou hier, mais je pense que c'est aujourd'hui, sur Bring a Trailer, une Jetta GLI 91, ouais. rouge, avec les Mac BBS, 16 valves, elle avait tout pour elle. Très, très belle voiture, 20 000 $ américains. Vraiment. Voilà. Une belle machine. Merci tout le monde, merci d'avoir été là. À la soupe! À la soupe, on va aller souper. Puis la semaine prochaine, même heure, avant de partir. Chacun de notre bord. Exactement. Bye bye tout le monde, merci d'avoir été là. Au revoir.